Alors bonjour, merci d'être là. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, nous expliquer quel est votre métier? Alors, je m'appelle Patrick Beau, je suis un enseignant à la retraite. J'étais professeur de lettres, histoire, de philosophie. Je suis engagé sur la question climatique depuis de nombreuses années. J'ai vécu à Rangiroa pendant un certain nombre d'années, où j'étais le coordonnateur du CETAD de Rangiroa, qui est un centre d'enseignement adapté au développement. Et voilà, et donc je me suis spécialisé sur la question climatique, où je forme des conseils municipaux, des organisations syndicales, et je les éduque, je les forme, je leur apprends, je leur apporte des connaissances pour adapter leur gestion et de leur commune, de leur syndicat ou de leurs associations pour que tout ça avance dans le bon sens, en gros. Voilà. Donc là, vous venez de participer à une conférence sur la protection des océans, du dérèglement climatique. Quel est le lien entre les deux? Merci. Donc, non, non, mais c'est très important. Alors, le lien, il est déjà immédiat, puisque j'ai presque envie de dire le climat, c'est l'océan. Alors, quand je dis ça, tout à l'heure, j'ai été amené à dire que, en fait, la masse de l'océan fait 13 000 fois la masse de l'atmosphère. Donc, du coup, on comprend bien que son impact est très important. Alors, du coup, 90% des gaz qu'on n'émettait pas autrefois, le surplus, qui devait être rayonné autrefois dans l'espace et qui est retenu par les gaz à effet de serre dans la première couche de l'atmosphère, eh bien, cette chaleur, elle est à 90% absorbée par l'océan. C'est énorme. Et l'océan absorbe également 30% du CO2, du gaz du CO2, donc, qui, en plus, ce CO2, donc, ça nous permet ce qu'on appelle un puits de carbone, donc qui allège les gaz à effet de serre en suspension dans l'atmosphère. Mais la contrepartie, c'est que l'océan, il vient à notre secours, mais en se réchauffant, en absorbant notre chaleur, et en absorbant le gaz carbonique, un, se réchauffe, et deux, il s'acidifie. Et ça, c'est deux énormes problèmes. Il se réchauffe, donc ça met en danger, on l'a vu hier avec Serge, on a vu hier que ça menaçait les coraux, mais ça va plus loin que ça menace le plancton, ça menace la circulation marine, euh, ça fait monter le niveau de l'océan, puisque quand l'océan chauffe, il se dilate, il prend plus de place. Quand il chauffe, il y a la fonte du permafrost, donc des terres gelées qui fondent, et qu'il y a de l'eau douce qui vient s'ajouter à l'eau existante, donc ça participe à la montée des eaux. Et en même temps que cette eau fond, elle se retransforme pas en glace, donc elle participe au réchauffement. Et ça met en cause aussi donc la circulation marine, qui est très importante, parce que la circulation marine qui va très en profondeur remonte des nutriments qui nourrit le phytoplancton, c'est-à-dire le plancton végétal, et qui lui-même nourrit le zooplancton. Et quand le zooplancton et le phytoplancton ont moins de nutriments, il y a forcément à la base de la nourriture, des réserves halieutiques et de la chaîne alimentaire dans l'océan un énorme problème. Donc le réchauffement, c'est très grave. L'acidification, donc hier, on nous a expliqué que les coraux allaient survivre à 7-8 de pH, ce qui est en partie vrai, mais on a quand même un sujet, puisque le plancton, il y a une partie organique et une partie coquille. Et s'il n'y a pas la partie coquille, le plancton ne survit pas. Donc on a un vrai problème par rapport à ça. Donc acidification, réchauffement du climat, réchauffement de l'océan, donc menace sur les réserves halieutiques, etc. Montée des eaux, menace pour les populations, montée des eaux. Il y a un certain nombre d'atolls qui seront plus vivables d'ici quelques années. Et il faut atténuer et s'adapter, adapter par exemple les atolls avec un certain nombre de décisions politiques, et limiter le réchauffement pour limiter la montée des eaux. Enfin, il y a tellement de choses à dire. J'attends une autre question, du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour essayer d'aider, en fait? Alors, la première chose que chacun d'entre nous devrait faire ou doit pouvoir faire, c'est s'intéresser et comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a l'expérience des canicules qui font qu'aujourd'hui, il n'y a plus débat sur la réalité du dérèglement climatique. Mais néanmoins, comme on dit, il faut toujours interroger les évidences. Et ce qui est évident aujourd'hui, ça ne permet pas de comprendre les vrais enjeux et de comprendre comment ça fonctionne. Il faut absolument... Donc, le premier travail, c'est un travail de compréhension. Il faut comprendre qu'est-ce qui, dans les activités humaines, nuit au climat, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les choses. Donc déjà, il faut partir peut-être tout simplement
de l'empreinte carbone mondiale. Savoir que quand on produit de l'électricité avec du charbon, eh bien on balance 20% des gaz à effet de serre, on produit 20% des gaz à effet de serre de CO2 dans l'atmosphère, et quand on ajoute le pétrole et le gaz, ça monte à 30%. 30% de nos émissions sont liées au fait qu'on produit de l'électricité à partir d'énergies fossiles. C'est une absurdité, il faut arrêter ça au plus vite. Donc 30%, c'est évidemment énorme. On a un problème, un sujet avec l'agriculture. Nos habitudes alimentaires font qu'aujourd'hui, on a des cheptels d'animaux dans le monde qui dégagent du méthane, le méthane qui est 300 fois plus réchauffant que le CO2, donc c'est pas un petit sujet. Et l'agriculture a besoin d'être réformée de fond en comble. Donc il faut qu'on change aussi nos habitudes alimentaires. Ça ne veut pas dire ne plus manger de bœuf, ça veut dire manger du bœuf de qualité, de proximité, etc., etc. Donc on a des choses toutes simples à faire de ce type-là. On a des sujets sur l'industrie. Il faut absolument qu'on ait des techniques qui permettent de limiter les gaz à effet de serre. On a un sujet sur la consommation. Il y a un lien direct entre les gaz que l'on produit chacun d'entre nous et notre consommation. Je l'ai dit, la consommation alimentaire. Donc il y a beaucoup de choses à faire qu'on peut faire. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut les vraies décisions pour le faire. Il faut que les populations se forment, élèvent leur niveau de compréhension pour dire, comment on fait pour limiter le méthane, comment on fait pour limiter, parce que j'ai oublié sur l'agriculture, ce qu'on appelle le protoxyde d'azote. C'est donc les engrais que l'on met pour rendre nos terres à nouveau fertiles, puisque nos terres, elles ont besoin d'azote dans le sol pour que les plantes puissent grandir. Et en gros, aujourd'hui, comme nos sols n'ont plus d'azote, on est obligé de mettre des intrants avec de l'azote, fabriqués d'ailleurs à partir du gaz, etc. Enfin, c'est une horreur. Et ça génère du protoxyde d'azote, qui est un gaz qui peut aller à plusieurs centaines de fois le CO2. C'est très grave. Et puis on a aussi ce qu'on appelle les CFC. Les gaz fluorés, c'est un peu tous les gaz qu'on utilise dans le refroidissement, la clim, les frigidaires, etc. Il faut éviter les fuites, parce que là, par contre, ce sont des gaz extrêmement réchauffants. Voilà. Donc, on sait qu'on a toutes ces choses-là. Il faut qu'on électrifie les usages aujourd'hui, qu'on électrifie les usages avec une électricité propre, en tout cas non carbonée. Les transports, tout ce qu'on peut électrifier. Donc, isoler les appartements pour que le froid et le chaud ne permettent aux gens de vivre et qu'on ait moins de déperdition d'énergie, etc. Bon, voilà. Mais il y a beaucoup de choses à faire. On peut faire beaucoup de choses. On sait faire. Mais aujourd'hui, il faut des décisions qui permettent d'avancer. Par exemple, si vous voulez que votre enfant aille à l'école à vélo, il va falloir qu'il y ait une piste cyclable. Et la piste cyclable, c'est pas moi qui vais décider de la piste cyclable tout seul dans mon coin. C'est bien une décision politique, par exemple municipale. Mais voilà. Voilà cette question. Êtes-vous optimiste pour l'avenir des océans malgré les changements climatiques et pourquoi ? Alors, on a eu hier Serge qui est venu et qui est intervenu sur les coraux, qui a dit clairement que on n'est pas non plus à la fin du monde. Le catastrophisme est un poison qui empêche l'engagement citoyen et qui désespère les gens. Si y a des gens qui s'engagent, qui apprennent, qui veulent transmettre des connaissances, etc., c'est justement parce qu'ils pensent que c'est pas une catastrophe évitable. Il y a plein de choses à faire pour sauver l'océan. Déjà, hier, il expliquait qu'il fallait limiter la pression sur l'océan en arrêtant d'y mettre des cochonneries et en limitant la pression. Donc déjà, il disait, spontanément, immédiatement, je peux rien faire sur le réchauffement, mais en tout cas, on peut déjà limiter la pression et le stress sur les océans. Moi, j'ajouterais que en plus de cela, on peut limiter le réchauffement climatique. Le dérèglement climatique est enclenché, ça on n'y peut rien. Par contre, on peut l'atténuer et on peut s'adapter. Et ça, c'est fondamental. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire politiquement, collectivement et individuellement pour limiter les choses. Donc non, il y a vraiment espoir, vraiment. Une dernière question. Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes sur le dérèglement climatique ? Eh bien, un message d'espoir. Je crois qu'il ne faut pas... Je pense que nos jeunes ils vivent dans un monde compliqué aujourd'hui, qui fait peur, et pas seulement du point de vue des dérèglement climatique. Nous, notre jeunesse, on était sous la menace de la guerre froide et des guerres nucléaires. On avait peur de ça, vraiment, c'était quelque chose de très présent, qui se présentait comme une espèce de
de rideau noir devant notre avenir. Et là, je sais que les jeunes, ils ont comme rideau noir devant leur avenir, ce dont on leur parle, ça leur fait très peur. Donc, parfois, ils sont dans la dénégation, ils font la politique de l'autruche et ils se mettent à consommer encore pire et de mauvaise façon. Et je pense que c'est aussi lié à une forme de fuite en avant et que nous, les adultes, on doit leur transmettre un message comme quoi il y a vraiment des choses à faire et qu'il ne faut surtout pas se désespérer. Et il y a une chose que je voudrais ajouter, que j'ai ajouté à la fin de la conférence d'ailleurs, c'est que contrairement à ce qu'il est dit, ce n'est pas un problème générationnel. 25% seulement des gaz à effet de serre qui nous pourrissent la vie étaient émis en 1980. En 2000, on n'était qu'à 50%. Et il y avait nettement moins de problèmes à 50%. Les 50 derniers autres pourcents, ils ont été mis entre 2000 et aujourd'hui. Et les 25 derniers pourcents ont été mis depuis 2015, en 10 ans. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont moins de 40 ans, qui ont moins de 20 ans, etc., qui ont déjà contribué, qui portent une responsabilité dans leur façon de vivre, de consommer, etc., de laisser la politique être décidée par d'autres au lieu que ce soit décidé par eux-mêmes, qui portent une responsabilité. On porte tous collectivement une responsabilité, plus ou moins importante. Si tu es plus pauvre, t'as mis moins. Alors, il y a un truc aussi, je veux dire, il y a une corrélation entre la richesse et les gaz à effet de serre. Par exemple, en France, il y a en ordre de grandeur, de chiffres, ça veut dire que c'est pas ultra précis, mais c'est en ordre de grandeur. En gros, les 1% les plus riches génèrent en moyenne 100 tonnes de CO2 par an, et 50% de la population française est en dessous de 5 tonnes par individu. 50%, mais si je prends les 50%, si je prends les 20% les moins favorisés des 50%, ils sont probablement aux alentours de 3 tonnes, et l'objectif, c'est d'être à 2 tonnes par individu pour atteindre les accords de Paris. Donc, il y a aussi des questions, peut-être, à s'interroger sur des questions de répartition de richesse, des questions fiscales pour que l'effort soit peut-être, parce qu'il y a des investissements à faire pour changer les choses. Hein. Si on veut mettre du train à la place des avions, si on doit fabriquer des trains, si on doit fabriquer des pistes cyclables, si on doit isoler des logements, etc. Si on doit produire de l'électricité de façon plus propre, ça demande des investissements colossaux. Il faut trouver des fonds. Peut-être qu'il y a des pistes à explorer de ce côté-là. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Pas de soucis, c'était avec plaisir.